Salut les amis, si vous nous rejoignez dès maintenant, on va parler du Giro, les copains. Ce Giro qui s'est terminé avec la 21e et dernière étape, le contre-la-montre final remporté par Pipo Gagna. Malheureusement, on y a cru quelques instants pour Rémi Cavagna notamment, mais malheureusement, Rémi Cavagna, il a fait un tout droit. Il a fait un tout droit et malheureusement, il ne l'a pas remporté ce contre-la-montre. Donc, Gagna s'impose et le classement général final, on va vous le donner dans quelques instants. Je suis déjà pour commencer avec mon Robin. Comment ça va, Robin? Est-ce que tu as la forme? Alors tu me redemandes. Bien sûr que je te redemande. Ok, ça va très bien. J'ai cru qu'on avait perdu Polo, mais il est là. Non, ouais, excusez-moi, des petits soucis techniques. Pour avoir une émission de qualité, il fallait que j'aille en régie. Ouais, non, mais non, les gens de YouTube ne savent pas comment tu vas, Robin. Ah, oui, c'est important de l'avoir. Oh là là. Et oui, Je vais très bien, Joseph, je suis ravi d'être là. Rassure-les encore. Et au pire, ceux de Twitch savent que tu vas encore toujours bien. Et toi, Polo, est-ce que tu vas encore toujours bien? Ça va très bien. C'est un drôle de format quand même avec cette viewing party. Finalement, on n'a pas les derniers écarts, on n'a pas les premières réactions, etc. Donc c'est une émission un peu spéciale, mais c'est l'horaire qui veut ça et on va vous faire un très beau débrief parce qu'on a quand même vu la majeure partie des informations et on a beaucoup de choses à dire sur pas mal de coureurs. Effectivement, parce que du coup, on va se faire le sommaire, je vais vous le donner. On va partir du coup sur un focus Egan Bernal. Comment est-ce qu'il a gagné ce Giro? Où il l'a gagné? L'importance de son équipe. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, quels enseignements on peut tirer de ce retour au premier plan pour lui qui a énormément souffert ces dernières semaines. Ensuite, on partira sur un débat sur le deuxième de ce Giro qui est une surprise. Damiano Caruso. Et on se posera notamment la question, est-ce que cette deuxième place, c'est aussi la faillite de ses concurrents parce qu'ils étaient nombreux quand on a fait la preview il y a 3 semaines, les gars. On avait dû faire des tableaux avec 15 coureurs pour donner tous les outsiders et c'était très difficile de savoir qui allait notamment par exemple terminer sur le podium. Mais voilà, on va se demander comment en gros Caruso a pu finir deuxième de ce Giro et on aura des bonifs où on parlera de Bardet, on parlera de Bouchard qui termine King of Mountain, voilà. De Holoko Meta qui fait un magnifique tour. On parlera de Simon Yates, on parlera d'Alexander Vlasov. On parlera aussi bien évidemment des choses qui fâchent, de la réalisation italienne. Ça les gars, je vous veux saignant là-dessus. Je veux savoir ce que vous en pensez ou tout simplement tendre si vous trouvez que c'est trop leur demander. Et aussi de l'anonymat relatif quand même du Giro. Donc les amis, on démarre sur le focus est sur notre ami Bernal. Est-ce qu'on lance un petit... Oui, bien sûr. Bien allez, c'est parti, jingle focus. Egan Bernal remporte ce Giro, les amis. On va se poser cette question. Bernal en rose est de retour. Effectivement, déjà démarrons par Bernal en rose polo. Sacre mérité, attendu. Il a été au niveau et peut-être le plus régulier. Attendu, je sais pas, on était moins sûr il y a 3 semaines parce qu'il y avait beaucoup d'interrogations, notamment sur son physique, mais oui, mérité à 100%. Ça a été le meilleur coureur de ce Giro et de très très loin, régulier sur les 3 semaines, le plus fort sur les 2 premières, celui qui a le mieux limité la casse sur les étapes où il a un peu galéré, contrairement aux autres. On pense à des Yates, à des Vlasov, à des Bardet, à des Caruso, qui même Caruso finalement n'a pas eu de jour sans, mais ça sera un débat qu'on aura tout à l'heure. Donc non, Egan Bernal, la grande interrogation c'était ça, son dos allait tenir. Son dos a tenu, il a au moins tenu 2 semaines et demie. Je ne sais pas si il a un peu ressenti quelques douleurs en fin de tour. Moi je pense qu'il a tenu 3 semaines aussi. Et à partir du moment où, c'est ce qu'on avait dit dans la preview, à partir du moment où Egan Bernal, son dos tient, il devient le favori ultime pour la victoire et il a assumé ce rang avec une équipe extraordinaire, on en parlera aussi. Donc non, il avait toutes les cartes en main pour remporter ce Giro et il l'a fait. Robin? Ouais, moi ce qui me marque le plus c'est le de retour dans le titre qu'on a mis d'Egan Bernal parce que on en a beaucoup parlé l'année dernière avec son Tour de France raté, son abandon, le fait qu'il n'avait pas pu peser sur la course. Là, on a retrouvé le Egan Bernal qui est un des patrons du peloton, qui est dominant. On avait dit avec Polo, et il l'a très bien rappelé, qu'avant le Giro, on n'avait pas toutes les garanties concernant Egan Bernal, parce que physiquement, on ne savait pas ce qu'il allait donner. Il avait déclaré forfait sur ses dernières courses de préparation. Mais finalement, on a vu qu'il était complètement là, et que quand Bernal est bien physiquement,
Et son niveau le rend impossible, inatteignable pour les autres favoris. Donc non, il est vraiment de retour. Et on avait vu avant le Giro la philosophie un peu de Bernal où il disait notamment j'ai envie de redevenir le Egan qui aime attaquer, le Egan qui ne craint pas de se faire distancer. Et je crois que c'est ça qu'on a vu sur ces 3 semaines. On a vu un Bernal offensif qui correspond aussi avec la nouvelle philosophie entre guillemets d'Ineos, qui se veut plus offensif qu'avant, peut-être un peu moins gestionnaire. Ils le sont redevenus un tout petit peu sur les derniers jours quand Egan Bernal a eu une petite frayeur en perdant un peu de temps en général. Mais sinon, sur les disons 2 grosses semaines de ce Tour d'Italie, on avait vu une équipe Ineos offensive et un Egan Bernal qui représentait cette philosophie. Non mais c'est clair, et c'est intéressant que tu pointes le doigt dessus. C'est la manière de courir d'Egan Bernal qui n'avait jamais gagné une étape sur un grand tour et qui en gagne 2 cette année sur ce Giro et en faisant des démonstrations à chaque fois. Donc là aussi, ça montre aussi un coureur dans un autre état d'esprit. Et j'ai même eu peur finalement que cet état d'esprit lui coûte un peu une 3e semaine très, très compliquée quand on a commencé à le voir en difficulté à Sega Diala. On s'est dit, oh là là, il nous fait une espèce de Simon Yates 2018 où il a été omnipotent pendant 2 semaines avec un peu de mal à terminer. Par contre, ce qui le sauve, c'est aussi une équipe extraordinaire parce que je pense que si Egan Bernal a le team Bike Exchange ou je sais pas, une autre équipe, une équipe un peu moins forte, je réfléchis à l'équipe de ces... Il se serait fait un coup de chaud, mais est-ce qu'il aurait vraiment perdu? Je pense qu'à Sega Diala, il peut perdre 2-3 minutes facilement s'il n'y a pas d'Anne-Philippe Martinez. Et même hier à l'Alpe Mota, il a une équipe extraordinaire qui ne s'affole pas, mais quand je dis équipe, c'est les coureurs, c'est aussi chez les directeurs sportifs. On lui dit de ne pas s'affoler quand Caruso part, et s'il avait tenté de suivre Caruso, il se serait peut-être mis dans le rouge, et ça aurait pu aussi lui coûter cher. Et il a aussi des coureurs fantastiques, Castroviero, Ghana, Montalcino, Castroviero, Narvaez en montagne, jusqu'à Philippe Martinez. C'est parce qu'il a cette équipe qu'il a couru comme ça aussi. C'est cette équipe-là qui a défini, qui a obligé, qui a contraint sa stratégie. Alors contraint non, parce que finalement ça lui a donné le choix, ça lui a donné une autre possibilité stratégique, qui était ne pas suivre toutes les attaques. Ça lui a permis d'être serein en fait. Mais moi je suis persuadé que Egan Bernal n'a pas failli perdre le Giro, qu'il a eu un petit jour moins bien, et évidemment à Sega Diala, où dans une journée moins bien il termine 7e de l'étape et il perd 1 minute 10 sur Almeida, qui était, rappelons-le, Almeida à ce moment-là à 10 minutes au général, donc il pouvait complètement se permettre de perdre du temps sur Almeida, et il perd 53 secondes sur Yates, qui était lui à 4 minutes 20, donc c'est pareil, il avait de la marge. Et le vrai adversaire, en tout cas celui qui était 2e du général, c'était Caruso, il lui reprend 3 secondes. Donc pour moi, il n'y avait pas danger. Et c'était ça, son mauvais jour, c'est ça. Les jours suivants, tu dis à l'Alpe Mota, il termine 2e, Polo. Oui. Mais c'est pas une 2e de l'étape. C'est pas un mauvais jour. C'est pas des énormes mauvais jours. Je te dis que s'il n'avait pas ce team Ineos, cette énorme équipe Ineos et cet énorme Martinez, je pense que les écarts qu'on a là aujourd'hui, que ce soit sur l'Alpe Mota et c'est ça, c'est l'Alpe Mota, je sais jamais le. Oui, c'est ça. L'Alpe Mota hier, ouais. Et aussi à Segadia, je pense que à l'arrivée, les comptes auraient pu être bien plus inquiétants pour Egan Bernal, et c'est en ça. Parce que si tu commences, regarde, aujourd'hui il gagne le Giro parce qu'il a fait un contre-la-montre avec une avance. S'il part avec, je sais pas, 50 secondes, 40 secondes sur Caruso, est-ce que c'est la même confiture? Sauf que Caruso, il n'a jamais laissé. Il a laissé une seule fois Caruso lui reprendre du temps. C'est 24 secondes à l'Alpe Mota et 3 secondes, mais ça c'est vraiment rien du tout, à Sega Diala. Il est sauvé par son équipe. Alors, mais même s'il laisse. Il est en dérive, hein, Sega Diala. Oui, mais même admettons, il n'a pas d'équipe. Caruso était pas bien ce jour-là. Il va perdre combien sur Caruso? Admettons, il lui laisse 1 minute. Il le gagne toujours ce Giro. Et s'il laisse, au lieu de laisser 1:10 à Almeida, il lui laisse 4 minutes. Ça change rien. Et si au lieu de laisser 53 secondes à Yates, il lui laisse 2 minutes, ça change rien non plus. En fait, il a pas été tant que ça en danger. C'est juste que ça nous a mis un rappel du fait qu'il pouvait y avoir un jour sans. Et surtout, c'est arrivé mercredi. Donc c'est arrivé longtemps avant l'arrivée à Milan. Il y avait encore beaucoup de temps, 2 étapes de montagne. Donc on s'est dit, peut-être que sur les étapes qui arrivent, Egan Bernal pourrait avoir un coup de chaud. Mais Polo, si on regarde l'Alpe d'Imera, alors au-delà du résultat pur où il fait 3e vendredi à l'Alpe d'Imera et 2e à l'Alpe Mota, pour moi, il est dans la gestion complète. À l'Alpe d'Imera, il perd 28 secondes sur Yates, 17 sur Almeida. On en revient à ces 2 garçons-là qui venaient un peu de loin en général. Et il a fait exprès, je pense, de ne pas répondre à l'attaque de Simon Yates, ce qu'il l'avait mis dans le jus en fait.
sur ces gazias-là, il ne l'a pas reproduit. Et il termine l'ascension beaucoup mieux, où il va quasi rechercher tout le monde, sauf et ça, tu peux te permettre de le faire si tu as ton équipe prête à gérer ce genre de situation. Oui. Mais ça, on va pas évidemment. Si ça se trouve, il aurait attaqué, il aurait encore mis plus à la main de tout le monde. Je minimise pas la victoire de Bernal, hein, bien loin de là. Mais je veux dire que il fait partie d'un tout et son équipe fait partie de ce tout qui fait qu'il est allé chercher cette victoire et qui fait qu'il n'a pas été inquiété. Je crois que il serait allé chercher la victoire quoi qu'il arrive, je pense. Mais en tout cas, son équipe lui a permis de ne pas être inquiété. Non, mais évidemment. Il aurait gagné quoi qu'il arrive. Évidemment, il aurait gagné quoi qu'il arrive, il aurait gagné. Et à l'Alpemota hier, Polo, moi je pense qu'il y a un truc en plus dont on a assez peu parlé, c'est le fait que il y a l'attaque de Bardet et Caruso qui est magnifique pour le spectacle et voilà, ils ont tenté de renverser ce Giro, surtout Caruso. Bardet, lui, il allait plus chercher l'étape. Mais Caruso a tenté, c'est beau, mais c'était normal que Bernal ne se mette pas minable pour suivre dans une descente, en plus mouillée, où c'était risqué. En fait, Bernal avait tout à perdre dans cette histoire. Non, mais bien sûr, attends, heureusement, tout est magnifiquement joué, hein. On est d'accord là-dessus. Hein. Que Bernal se mette en danger en essayant de suivre. Et au final, dans la dernière ascension, il lâche tout le monde. Et il termine à 24 secondes de Caruso. Qu'est-ce qu'un Bernal esselé, par exemple, aurait fait dans cette situation? Est-ce qu'il n'aurait pas paniqué? Il aurait agi différemment. Mais évidemment, c'est un peu un faux débat parce que son équipe, elle existe. Et Bernal a remporté le Giro et il l'aurait remporté sans son équipe. Mais c'était juste pour signifier qu'au-delà de Bernal, c'est tout un team Ineos qui peut être fier de cette victoire aujourd'hui parce qu'elle a été exceptionnelle. Non, mais clairement. Après, il y a un homme qui a véritablement fait la différence. C'est Dani Martinez. Alors, on en avait parlé dans la viewing party. Mais sans lui, est-ce que véritablement, il remporte ce Giro, tu penses? Oui, parce que s'il n'y avait pas eu Martinez, il y en aurait eu un autre. Et même s'il n'y avait eu personne, je pense qu'à un moment, Martinez, il est d'une aide importante dans la montée de ces gazias-là, mais il ne sauve pas 3 minutes à Bernal. Tu es dans une montée. En fait, l'aide, elle est avant tout morale. Dans le fait que voilà, il harangue son coéquipier. En plus, c'est deux Colombiens, donc voilà, ils ont une relation particulière. Martinez, il lui dit allez, vas-y. Il y a Briac qui dit Martinez est meilleur que Bernal. Bah, dans cette montée-là, oui. Sur les 3 semaines, non. Donc évidemment que sur cette montée-là, c'est cool d'avoir un coéquipier parce qu'on voit la photo derrière toi, Joseph. T'es pas tout seul. Voilà. Ok, t'es pas tout seul. Mais le fait qu'il roule Martinez, ça change pas la face du monde. Hein. Tu es dans une montée, il y a des pourcentages, et en plus il y a des gros pourcentages. Le phénomène d'aspiration, il est faible. T'es pas dans un bout droit où tu es bloqué tout seul dans la pampa entre deux cols et il faut que tu roules pour revenir sur le groupe de devant. Ouais, là, si t'as pas d'équipier, t'es mort. Et si t'as un mec qui te fait des relais, il peut te sauver ton Giro. Mais là, Martinez, il sauve pas le Giro de Bernal. Oui. Il l'aide, il est moralement, il est là pour lui. Il lui montre, ok, t'es pas tout seul, garçon, je vais te ramener. Mais c'est Bernal qui pédale encore. Et on est dans une montée où Martinez, il est pas en train il peut pas le tirer comme si on était sur le plat, quoi. Ah, bien sûr, pour terminer là-dessus, sur ce qui est un faux débat, c'est que Bernal aurait gagné ce Giro, même si Martinez ne l'avait pas aidé ce jour-là, puisqu'on voit très bien que son adversaire derrière, son adversaire principal, bah, là, pour le coup, il est derrière lui, il lui a pas pris beaucoup de temps sur cette étape. Voilà, encore une fois, c'était juste pour signifier la magnifique équipe qu'il a eu autour de lui pendant 3 semaines. Quelqu'un le dit dans le chat, je vois pas le pseudo d'ici là, je crois que c'est M. Boutin, qui dit Bernal perd en plus en première semaine un de ses meilleurs équipiers. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est fou, ça, on l'a presque oublié. On l'a pas vu. Cette équipe était monstrueuse sur tous les tableaux. Moi, on va pas demander à Bernal de courir tout seul non plus chez nous. Il perd déjà son exactement. Parce qu'on est d'accord là-dessus. Je me suis peut-être mal exprimé au début de ce débat, mais on est d'accord là-dessus. Mais tu vois, comment ça s'appelle, la démonstration du duo Ghana-Bernal sur le premier secteur de terre sur l'étape de Montalcino, c'est peut-être et d'ailleurs on avait un visuel qu'on n'a pas, mais on avait choisi 3 étapes clés pour illustrer là où Bernal avait remporté ce Giro. La première, c'était l'étape de Sestola. Tu vas nous dire pourquoi, parce que c'est toi qui l'as choisi, Robin. Ouais, bah, l'étape de Sestola, c'était la première petite explication entre favoris. C'était pas une énorme étape de montagne. C'est là où Mikel Landa avait placé la première attaque de ce Giro, disons, parmi les cadors qui jouaient le maillot rose. Et Bernal avait très vite réagi, il était sorti. Et c'était le premier jour où on avait compris finalement que le dos d'Egan Bernal allait plutôt bien, puisqu'il avait réagi à l'attaque et derrière il en avait remis une couche. Et il était allé prendre un peu de temps à certains favoris ce jour-là. Joao Almeida avait déjà perdu beaucoup et certains autres avaient tiré la langue. Et donc ce jour-là, on s'était rendu compte déjà, malgré le fait qu'on était après seulement 4 étapes, qu'Egan Bernal était venu pour faire des dégâts et que ça allait être des choses sérieuses pendant les 2-3 semaines qu'elle arrivait. Donc pour moi, c'est vraiment le point de départ de ce Giro remporté par Bernal, parce qu'avant ça, comme disait Polo, on avait énormément de doutes sur Bernal, et ce jour-là déjà, on en évacue une bonne partie.
Ouais, en plus, ça arrive très rapidement parce que c'était le moyen, quand on avait fait la preview, cette première semaine, Paul, était abordable, mais il fallait quand même être déjà préparé à prendre un coup d'adrénaline. Et si tu as un dos qui répond pas, c'était clair et net que Bernal n'était pas dedans. Il n'avait pas forcément visé cette troisième semaine. Il voulait, on le sent tactiquement, être prêt pour être régulier, quoi. C'est ça, et je pense se rassurer surtout. Et à ce stade-là, quand il contre derrière Landa, c'est parce qu'il se sent bien et qu'il a envie de se rassurer, de tester aussi ses adversaires. Et pour le coup, là, je suis d'accord avec Robin, c'est vraiment l'une des étapes clés qui fait qu'il va gagner le Giro, parce que là, il commence déjà à montrer à ses adversaires il sera de la partie, qu'il a pas mal au dos, que sa préparation s'est bien passée et que ses adversaires vont morfler. Après, ce qui est important pour moi, c'est qu'il ne se concentre pas que sur Yates et Evenepoel, qui étaient les deux qu'on présentait comme les deux autres favoris au départ. Là, c'est Landa qui attaque et Bernal, c'est pas grave. Il y va, c'est pour montrer, voilà, peu importe qui t'es, je vais vous bouffer. C'est ça, et il avait du jus, il était frais, et du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est que le Bernal d'il y a 2 ans, je suis pas sûr qu'il attaque là. Je pense qu'il fait peut-être le jump un peu sur la fin de l'étape. Il s'inquiète pas d'un Landa outre mesure. D'ailleurs, Landa, mine de rien, abandonne l'étape du lendemain, le pauvre. Mais voilà, là, je suis d'accord avec toi. Par contre, là où je suis pas d'accord avec toi, c'est quand tu ne mets pas, par exemple, l'étape 9, l'arrivée à Campo Felice, où là, pour le coup, sur les chemins de terre, je trouve qu'il est impressionnant. Vraiment, là, pour le coup, il va chercher le maillot sur cette étape, il le récupère à Attila Valter, et je trouve que la manière dont il sort, la violence dont il sort, là je me dis, ok, moi Bernal je l'attendais plutôt en 2e voire 3e partie de tour, quand ça allait monter haut, que ça allait être long, que ça allait être dur. Là, sur ce genre d'arrivée hyper courte, hyper intense et hyper raide, pardon, c'est là que moi, je me suis dit, OK. En plus, il y a la symbolique avec le maillot rose qu'il aborde le soir-là. Je me dis, OK, là, on a un Egan Bernal très, très sérieux. Et il va falloir compter avec lui. On le voit très bien sur l'image derrière cette étape de Campo Felice. Mais en fait, je trouve que cette étape, elle est évidemment symbolique parce qu'il prend le maillot. Mais je trouve que l'étape de 2 jours plus tard de Montalcino, où il y a beaucoup plus de chemins de pierre, elle est encore plus forte. Dans la démonstration de Bernal, il y a quelqu'un tout à l'heure dans le chat qui disait, on le voit là, c'est M. Boutin qui dit masterclass de Bernal à Montalcino. Et je pense que c'est ça. Pour moi, c'est ce jour-là où vraiment il devient le patron du Giro. Il avait déjà le maillot, mais ce jour-là, tu le disais tout à l'heure avec Ghana, ils font une démonstration sur ses chemins. Il sort Remco Evenepoel de la bagarre pour le général. Alors bien sûr, c'est pas que Bernal qui le sort. Remco se sort aussi parce qu'il n'est pas assez fort. Mais Bernal et Ineos font un gros boulot pour, notamment sur les premiers secteurs en descente, mettre la pression à Evenepoel qui est pas du tout à l'aise. Et Bernal va confirmer ce jour-là son maillot qu'il avait obtenu en fait à San Giacomo. Il l'avait obtenu sur 400 mètres, 500 mètres de dernière montée où il avait attaqué, fait mal à tout le monde, mais il avait pas grand-chose. C'est l'étape où Gino Madère gagne à San Giacomo. Voilà, c'est ça. Il l'avait pris, mais sans que non, il gagne. Pardon, il gagne. Non. Il gagne là. Il la gagne. Là, à Campo Felice, voilà. il gagne. Et Montalcino, c'est Gino Madère qui gagne. Montalcino, c'est ça. Non, Gino Madère, c'est Ascoli qui gagne, donc San Giacomo. Et sur cette étape-là, c'est Mauro Schmidt qui gagne à Montalcino. Voilà. Avec qui rescapé de l'échappée. Il gagne pas Bernal ? Non, à San Giacomo, c'est Madère qui gagne. Bernal, il termine avec un groupe de 3 avec Dan Martin et Evenepoel. À San Giacomo, sur la 6e étape. Ouais, c'est ça. Ah, mais je confonds. San Giacomo est l'étape 9. Donc je voulais dire, évidemment, Bernal prend le maillot sur l'étape 9, mais ça se joue sur les 500 derniers mètres, où il met l'attaque violente dont parlait Paul. Pour moi, l'étape de Montalcino, qui joue plus sur la durée avec l'enchaînement des chemins, elle est plus symbolique dans le fait que Bernal pose ses jalons sur ce Giro et véritablement devienne le patron. Même s'il avait gagné l'étape et pris le maillot sur l'étape 9, ce qui est la vraie prise de pouvoir quand tu gagnes et que tu prends la première place du général. Mais pour moi, le vrai moment où je me suis dit, OK, ce Bernal-là, il est intouchable, c'est sur l'étape 11. On savait que ça allait lui convenir parce que sur les Strade Bianche, il a déjà fait des résultats. Et là, je me suis dit, ouais, là, pour aller le déloger, il va falloir se lever tôt. Et donc, on avance dans ce Giro, Paul, jusqu'aux montées de Zoncolan. Et comme le dit Robin, ce qu'il a ressenti, tu vas me dire si tu l'as ressenti toi-même, mais c'est aussi très logiquement et sûrement ce que ses adversaires aussi ont ressenti, c'est que ce Bernal-là paraissait prêt et presque intouchable, quoi. Est-ce qu'il a un peu dégoûté ses adversaires ? Sur Zoncolan, on attendait Simon Yates, qui avait fait rouler toute la journée, qui était même très fort et qui a attaqué. Et là, pour le coup, là où
où Bernal, on aurait pu penser que ce genre de course de côte, c'était pas trop son avantage, bah, il a montré qu'il a pas bronché d'une oreille. Donc là, pour le coup, il a fait 2 ronds avec Simon Yates. Et puis après, ouais, c'est à partir du Zoncolan, c'est l'étape de Cortina d'Ampezzo, c'est surtout celle-là. Le Zoncolan, finalement, c'était un peu un match nul, entre guillemets. C'était un peu, il ne s'est pas passé grand-chose pour le général. Il avait confirmé. Il n'y a pas de victoire mythique ou quoi que ce soit. Mais par contre, l'étape de Cortina d'Ampezzo, qui, hélas, a été escamotée. Par contre, là, Bernal, et là, on s'y attendait, c'est que dès qu'il a commencé à y avoir des conditions un peu difficiles, avec de l'altitude, avec du dénivelé, et ben, on a vu que Bernal, là, était intouchable. Et à ce moment-là, et on se l'était dit, Bernal, à ce moment-là, il a plié le Giro. Il a plié le Giro, c'était impossible que ses adversaires reviennent sur son terrain, sachant que son terrain, c'était aussi celui des prochains jours. Tu te disais que Bernal était intouchable et qu'il faisait un Giro parfait, quoi. Et donc, on arrive dans cette 3e semaine où, en fait, on a souvent eu l'impression que Bernal était en fait en baisse de forme. Mais c'est là aussi où il a gagné énormément, sans doute en maturité, ou je ne sais pas quel est le mot que vous allez choisir, peut-être en calme, mais il ne s'est jamais excité et il a toujours cherché à gérer ses ascensions. Bien sûr, peut-être pas la première justement, peut-être qu'à Segadiala, il n'a pas géré en essayant de suivre l'attaque de Yates, c'est le débat qu'on a eu tout à l'heure avec Polo. Il s'est fait une frayeur. Heureusement, ce jour-là, c'est sur Yates et Almeida qui perd du temps surtout. Et donc tu te dis, ok, la conséquence, elle n'est pas dramatique. C'était pas ça qu'il fallait faire, mais il s'en sort bien. Et il s'est adapté sur les jours suivants. Sur les 2 dernières étapes de montagne, tu retrouves un Bernal maître du jeu. Alors oui, c'était pas le Bernal virevoltant de Cortina d'Ampezzo. Oui, c'était pas Simon Yates non plus. Voilà. Mais est-ce qu'il avait besoin, sachant qu'en plus, tu vois, la dernière étape de montagne, il pleut, il y a des descentes qui peuvent être compliquées. Est-ce qu'il avait besoin d'aller prendre des risques vraiment dans la dernière semaine du Giro, à 2 jours de l'arrivée ou la veille de l'arrivée, de se mettre dans un talus pour passer son avance de 3 minutes à 4 ? Bah, c'est exactement ce que dit Samuel. Samuelito, il dit avec une telle avance en 3e semaine, c'est pas toi qui dois faire la course. Parce que regarde, imagine Bernal Mayoros qui se met dans un talus et qui se pète le bras sur la 20e étape, t'as l'air con quand même. Ah, mais c'est clair, ça, pour le coup, on a parlé tout à l'heure, on est d'accord. Et puis, à rajouter à ça ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est la parfaite gestion du Team Ineos dans sa globalité. Oui, parce que tu peux te le permettre. Voilà, à chaque fois qu'il y a une situation un peu touchy, elle a été parfaitement bien gérée. Ce soir, par l'équipe dans sa globalité sur l'étape de l'Alpe-Mota et par Dan Felipe Martinez, qui s'est complètement sacrifié au profit de son compatriote sur Segadiala. Si t'es tout seul, quand Bardet et Caruso attaquent, bah, t'es obligé de suivre. C'est ça. Et là, tu prends des risques. Mais voilà, là, parce que tu vas pas laisser les autres rouler pour toi, ils le feront pas. Mais comme dit Polo, si tu as l'équipe autour de toi, tu as Moscon, Castroviejo et Martinez pour te faire le job, bah, qu'est-ce que tu vas te mettre dans la panade ? T'avais même encore Narvaez à ce moment-là, je crois. Ils étaient vraiment surreprésentés. J'ai une question, les gars, va falloir être honnête. Vous l'aviez mis où dans votre top 10, Bernal, au début de ce Giro ? Moi, je l'avais mis 2e, je pense, ou 3e. Mais j'avais mis Yates premier. J'avais pas fait de top 10, mais vu que j'avais mis Yates premier, ça aurait été culotté de dire que j'avais mis Bernal premier. Moi, je l'avais mis 4e. Robin, tu l'avais mis combien ? J'avais pas fait vraiment de top 10 non plus, mais je l'avais pas mis vainqueur. J'avais trop de doutes sur ses capacités physiques. Après, le fait qu'il ait déclaré forfait en Catalogne et autour des Alpes, je me suis dit là, il y a un truc qui cloche. Donc, en tout cas, je l'avais pas mis vainqueur. Tout ça pour dire que c'est quand même un pari de revenir sur le Giro, de prendre son temps, de revenir de loin. On a senti sur ce Giro qu'il y avait un amas d'émotions en lui qui était énorme, qui a été bien géré. Mais cette victoire-là, elle paraît presque facile. Après, mais en fait, elle est. Parce que si tu nous avais dit, elle n'est pas du tout. Si tu nous avais dit avant le Giro, Bernal, il est à 100%, c'est quoi votre prono ? Je pense que Paul, comme moi, là, on l'aurait mis premier. En fait, tout reposait là-dessus, tout reposait sur l'interrogation qu'on avait. À partir du moment où on a compris, après une semaine, que Bernal n'avait pas mal au dos et qu'il était en grande forme, il n'y avait plus trop de soucis. Et Romain Bardet l'a dit en interview pour l'équipe à la 2e journée de repos, donc après la démonstration d'Egan Bernal à Cortina d'Ampezzo, il a dit dans le peloton, on pense tous que Bernal est plus fort que lorsqu'il a gagné le Tour en 2019. Et Bardet a dit, je pense aussi que c'est le cas. Donc ça te classe un peu la performance de Bernal sur ce Giro. Les mecs autour pensent qu'il n'a jamais été si fort. Et si lui
pourtant, il avait des doutes. Et, apparemment, ses jambes ont bien répondu. Ça reste quand même la tactique parfaite, Paul, de préférer un retour sur le Tour d'Italie plutôt que sur le Tour de France, alors que potentiellement, il avait une forme qui était intéressante. Non, je pense que la tactique parfaite pour Egan Bernal, c'est de le mettre sur un parcours qui lui convient le mieux pour gagner un grand tour. Et cette année, le parcours qui lui convient le mieux, quand on juge le nombre de kilomètres de chrono et quand on juge l'adversité qu'on a notamment sur ces chronos face à des coureurs qui grimpent aussi bien que lui et qui vont beaucoup plus vite que lui sur des chronos, qui vont eux faire le Tour de France, c'était complètement logique de l'envoyer sur le Giro au vu du profil et au vu de ses qualités. Donc non, je pense surtout que quand tu as le choix comme Ineos, ce serait bête d'envoyer Bernal sur le Tour et d'envoyer par exemple un Geraint Thomas sur le Giro. C'est ça. L'objectif, c'est de gagner tous les grands tours. Bah, tu t'adaptes en fonction des profils. Et Geraint Thomas, si on prend juste les profils intrinsèques et pas trop les formes du moment, Geraint Thomas a plus de chances de briller sur le prochain grand tour que Egan Bernal. Et c'est dû aux 60 km de contre-la-montre. C'est un peu frustrant, notamment pour nous suiveurs, fans de spectacle, mais c'est la vérité froide. Ouais, on parle de la domination d'Ineos sur le Tour de France, etc. Là, les 4 derniers vainqueurs du Giro, Chris Froome non, puisque désormais il est parti, mais Carapaz, Tao, Bernal, ça prouve aussi que et surtout Carapaz il n'était pas Ineos a gagné là-bas, 3 des derniers 4 en plus avec Froome, Tao et Bernal. Domination totale. Et il y a Fletcher Project qui nous dit à juste titre, Bernal voulait faire le Giro aussi parce qu'il a un grand amour pour l'Italie. On se souvient qu'il a couru chez Gianni Savio, chez Androni Giocattoni quand il est arrivé. Quel accent, Polo. Quand il arrive j'ai un peu pratiqué l'italien dans ma jeunesse. Donc ça aussi, ça rentre en compte un peu à l'image d'un Bardet, même d'un Pinot. C'est un cyclisme dans lequel Bernal se reconnaît et il lui a vachement fait honneur pendant ces 3 semaines. Honnêtement, il était un peu peinard en Italie. Il était peinard. C'est ça. Et ça, on y reviendra dans les flops tout à l'heure. C'est que pour le coup, en Italie, mis à part les tifosi qui sont un peu virulents sur la route, le reste, en tout cas, t'es peinard. Je sais pas si vous avez vu. Non, mais je le dirai tout à l'heure, ça. Je le dirai tout à l'heure. Allez, tu nous mets l'eau à la bouche. Rappelons, Bernal, c'était son premier Giro. On a l'impression que c'est une normalité de gagner pour lui sur sa première participation. Beaucoup disent qu'il faut avoir l'expérience d'un grand tour. Est-ce que c'est vrai, Robin, que c'est normal? Est-ce que ça arrive souvent, quoi, en fait? Alors, ça arrive, mais ça arrive pour les cadors, disons. Sur les 10 dernières années, on a regardé ça tout à l'heure, juste avant de prendre l'antenne avec Polo et Joseph, avec toi. Il y a eu Bernal en 2021, donc sur ce Giro. Pogacar sur le Tour l'année dernière. Roglic sur la Vuelta en 2019, première Vuelta, première victoire. Quintana sur le Giro en 2014 et Froome sur la Vuelta en 2011, donc gagné sur tapis vert. Donc on a 5 dans les 10 dernières années sur 15 grands tours. C'est ça, et on a sur 30 grands tours. Et surtout, c'est peut-être les 5 coureurs les plus impressionnants qu'on a vus sur les courses de 3 semaines. Froome, Roglic, Pogacar, Quintana, Bernal. Et on rajoutera Contador qui a gagné en 2008 Giro et Vuelta pour la première participation sur les 2 courses. La même année, il fait les 2 sans avoir jamais couru ni l'un ni l'autre avant. Donc voilà, en remontant un tout petit peu plus de 10 ans en arrière, c'est pas super rare, mais en tout cas, c'est réservé aux très très grands spécialistes. Et Paul, du coup, en parlant de hiérarchie, on va dire, des grands tours, parce que Bernal, aujourd'hui, quand même, envoie un message à Pogacar, on va pas se mentir. Je sais pas si on voit un message. C'est vraiment des dynamiques différentes et des objectifs différents. Pogacar, là, il est chez lui peinard en Slovénie. Il va participer au Tour de Slovénie la semaine prochaine. Il sait qu'il va pas croiser Bernal sur le Tour de France. Non, mais il sait qu'il va le croiser sur le Tour de France 2022. Peut-être pas. S'il y a 60 bornes de chrono sur le Giro l'an prochain, si Pogacar a pouvoir gagner un 2e Tour de France, a plutôt envie de faire le Giro l'an prochain. Enfin, tu vois, on sait jamais. Mais évidemment que s'il y a un duel, déjà, il sera que l'année prochaine. Donc, on aura le temps d'en reparler. On aura le temps de voir aussi les formes de chacun. Attendons la Vuelta, Polo. Et attendons la Vuelta. Est-ce que ces deux-là se retrouvent sachant qu'il y a quand même Adam Yates qui est promis à être leader unique pour Ineos sur la Vuelta. À voir comment ça s'adapte. Mais oui, ça fait saliver un duel Pogacar. Même tu peux mettre Roglic aussi dans ce tiercé. Pogacar, Roglic et Bernal, ça fait rire parce que c'est 2 armadas et ça donne envie. Souvenez-vous l'année dernière, avant le Tour de France, on avait fait énormément sur Roglic face à Bernal avec leurs armadas chacune. On avait pesé les forces en présence, les faiblesses. Et c'est quelque chose qui nous excitait déjà beaucoup. Donc là, avec un Bernal où on est sûr qu'il est revenu à son meilleur niveau. On le voit d'ailleurs sur Eurosport là, qui soulève le magnifique trophée du vainqueur du Tour d'Italie. Voilà, ça donne envie de le voir face au meilleur du monde. Et les deux meilleurs du monde, c'est Pogacar et Roglic. Et ils sont sur le Tour de France cette année.
Effectivement, un dernier mot sur ce sacre, les gars, où on est bon. On a tout dit, on a fait le tour. Je suis content. Moi, je suis très content aussi. Franchement, choix du cœur, j'aurais dit Bernal au début. Je pense que c'est ce que j'avais dit aussi dans la preview. Donc très heureux de le revoir à son meilleur niveau. Le seul truc qu'on peut lui reprocher, c'était de manquer un peu de panache et de spectacle. Il nous a fait 2 premières semaines vraiment magnifiques sur ce point de vue-là. Il a vraiment changé sa manière de courir. Robin l'a très bien expliqué tout à l'heure. Donc non, il a tout fait. Il a fait un Giro magnifique sur tous les points de vue. Ouais. Alors, je vous pose la question, les gars, dans le chat. Est-ce que vous êtes content de voir Bernal gagner ce Giro? Parce que très souvent, c'est ce qui fait aussi la réussite d'un grand tour et de la trace qu'elle va laisser. C'est est-ce que son vainqueur est aimé du public, et est-ce que la manière avec laquelle il a gagné a plu au public? Je vois que vous dites oui dans la grande majorité, et c'est aussi ça qui est important, c'est que Bernal revient un peu plus dans le cœur du public, alors que je pense qu'il était déjà quand on domine, c'est jamais vraiment facile de s'imposer aussi dans ce cœur. Mais Bernal, on en avait parlé, je crois que c'était sur Twitch la semaine, en début de semaine avec Polo, dans son profil pur grimpeur, dans le côté aussi colombien, même s'il est chez Ineos, en fait, une équipe très dominatrice qui est caractérisée quand même par Froome, Thomas, Wiggins, les rouleurs grimpeurs. Bernal, il sort un peu de ce schéma-là et il a vachement plus l'affection du public, j'ai l'impression. Même quand il gagne en 2019, il gagne quand même aux dépens d'Alaphilippe et de Pinot, on va dire, 2 Français. Et pourtant, j'ai l'impression que les gens n'en veulent pas à Bernal et l'aiment bien. Donc à partir de là, la cote de popularité de Bernal, à moins qu'il gagne 6 Tours de France à la suite, où là il y aura forcément une certaine lassitude qui va s'installer, je pense que sa cote elle restera assez haute. Bernal a donc gagné ce Giro avec une 29 d'avance sur un homme. Si on me l'avait dit avant le Giro, je ne sais pas ce que j'aurais fait à la personne qui me l'a dit. Je pense que je l'aurais envoyé dans un hôpital psychiatrique. Et les amis, nous allons partir sur Damiano Caruso. Ah bah si, hein, oui, carrément hôpital psychiatrique, les copains, parce que... Tu prends soin de ta famille, toi. Comment? Tu prends soin de ta famille. Ah oui, évidemment, mais ma famille ne me parle pas de Giro, bien heureusement, donc on envoyait personne de ma famille. Très peu de gens de notre entourage parlent de Giro. Oui, hein. oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'on se retrouve une fois par semaine. Effectivement. Donc on va parler de Damiano Caruso qui termine 2e de ce Giro, une 29 de retard sur Egan Bernal, et quand même, au final, Simon Yates, lui, est à 4,15. C'est dire qu'il... Pas son truc, le chrono. Pas son truc, le chrono, effectivement, mais un Vlasov termine à 6,40, Martinez 7,24. On en avait parlé dans la viewing party. Ouais, je te laisse, vas-y. Martinez termine dans exactement le même temps qu'Almeida, à la seconde près. Si. Mais Martinez termine devant, du coup, voilà. Almeida. Au goal average Au goal average particulier. Ils se sont battus à la fin et tout. Donc voilà. Et donc Bardet termine 8e à 8,05. Carty termine 8e à 7e, Bardet, c'est ce que j'allais dire. J'étais en train de boire, pardon. Exactement. Carty à 8,56. En fait, je donne les écarts pour rappeler encore celui de Caruso. 1,29, Paul. C'est démentiel ce qu'il a fait, Caruso. C'est démentiel, oui, et c'est surprenant aussi. Moi, c'est ça que je trouve incroyable. Et Caruso, c'est un coureur qu'on a toujours connu équipier à la Ligue Fugace avec Nibali et Basseux quand ça montait, avec Sagan quand c'était plat. Après, il va à la BMC. À la BMC, il retrouve Richie Porte, et puis à Bahrain Merida, il retrouve Nibali. Il n'a jamais couru pour lui. Je crois que, si je dis pas de bêtises, tu m'arrêteras, Robin, parce que je sais que tu connais la carrière de Caruso sur le bout des doigts. La seule fois qu'il a pu faire un grand tour comme seul leader, c'était son arrivée chez BMC. Un tour où il finit 8e. C'était en 2013. Un Giro, il finit 8e en 2013. Exact. Il finit 19e, non? Giro 2013, il finit 19e. Ah, bah alors je crois que ça ne doit pas être la bonne année, mais je crois qu'il fait un top 10 quand il est leader, en tout cas, quand il est propulsé leader, je crois qu'il fait un top 10. Mais je crois qu'il démarre ce Giro avec un leader avec lui. Et le leader abandonne, ça doit être Richie Porte. Alors attends, j'avais noté ça ici. Ouais, c'était Giro 2015. C'est Giro 2015 et je crois qu'il y a Richie Porte qui est là au départ, qui ensuite Porte est hors classement général. Okay. Et donc Caruso va faire son classement. Mais tu as raison, le 2015 8e, ouais, je me trompais. Le Giro 2013 dont tu as parlé, c'est vrai, c'est la première fois où il est envoyé sur un grand tour sans autre leader, sans Sagan, sans Nibali, sans Basso. Chez BMC, il avait aussi eu Samuel Sanchez et TJ Van Garderen qui étaient destinés aux classements généraux et qui du coup le réquisitionnent comme Gregario. Et il y a eu un deuxième grand tour où il a été envoyé sans personne. Oh non, c'est le seul. Ouais, je crois que c'est le seul. Hein. Ouais. C'est le seul. Donc
même là, cette année, on voit il avait été envoyé avec Landa comme leader et c'était assez évident. C'était même pas le troisième. Normalement, Pello Bilbao devait faire partie de solutions de rechange pour Michael Landa. Ouais, non, mais clairement, moi, en début de ce tour-là, c'était ça, la hiérarchie c'est pour ça logique. que c'est surprenant et que c'est incroyable de le retrouver là. C'est que, en tout cas, personnellement, c'est un coureur qu'on connaît bien. L'année dernière, il fait un top 10, il fait top 10 derrière Landa, en coéquipier de Landa. Mais jamais je l'aurais soupçonné être aussi fort en montagne. On en parlait un peu hier, Joseph. Le voir être aussi régulier dans la performance à très très haut niveau, à très très haute altitude pendant 3 semaines, c'est exceptionnel. Il n'a jamais été mis en difficulté sur quelques parcours qu'il soit, que ce soit quand c'était sur des montées très sèches, très raides, qu'on a vu notamment en première semaine où il a fait dos rond. Sur les terres blanches, il n'a pas été emmerdé non plus. Et là, on s'est dit qu'il avait peut-être manqué un peu de jus. C'est sur les étapes qui arrivaient très haut et qui étaient très compliquées à appréhender. Et ben même là, il n'a pas eu de problème. Donc c'est une surprise, c'est une belle surprise. Ça a donné un intérêt notamment pour les tifosi qui étaient comme des fous, notamment sur l'étape d'hier de l'Alpe Mota. Donc voilà, très belle surprise. Mais Briac demande est-ce que Landa aurait fait aussi bien. Bah c'est ça, est-ce que Landa aurait fait aussi bien? C'est la question qui me vient à l'esprit. J'imagine que oui, au vu de ce qu'on avait vu de la forme de Landa, qui avait l'air très fort. Mais pareil, faut tenir 3 semaines sur un grand tour. Et Landa n'a pas été capable de le faire. Il a un podium dans les jambes depuis longtemps, nous dit Cort. Est-ce que tu penses que c'est la réalité, ça, ou tu penses qu'à 33 ans, il est arrivé à maturité et qu'il a saisi une opportunité? Il a forcément saisi une opportunité et il a la chance que Landa abandonne à la 5e étape, très tôt dans ce Giro, avant qu'il ait pu finalement faire son job d'équipier et perdre du temps, exactement. Donc, comme un Almeida. Voilà, par exemple, où lui, il a été libéré, entre guillemets, un peu trop tard. Mais du coup, pour Caruso, est-ce qu'il avait un podium dans les jambes, un podium de grand tour dans les jambes il y a quelques années? Je suis pas sûr. Il y a quelque chose avec lui qui est marquant, c'est qu'il est un grégario, comme Polo l'a dit, depuis une dizaine d'années. Et qui en fait, il s'est toujours satisfait de ce rôle-là. Et quand tu te satisfais d'être grégario, tu ne penses même pas à la possibilité d'aller jouer ta carte personnelle et d'aller faire toi-même un résultat sur un grand tour. Et il y avait une interview très intéressante de Caruso à Cycling News il y a un an. Je crois que j'ai pris l'interview. On l'a en visuel. Enfin, moi, je l'ai en visuel, mais nous, on l'aura pas parce qu'on a des petits soucis techniques. En gros, et tu me dis si c'est ça dont tu voulais parler, c'est peut-être que je ne le voulais sur le leadership. Peut-être que je ne le voulais pas vraiment moi-même, et surtout, je ne croyais pas vraiment à mes capacités. Peut-être que c'est là que ça m'a fait perdre l'instinct de victoire. Et je trouve que dans l'interview dont tu parles, c'est l'un des passages les plus marquants, quoi. Ouais, bah. Quand tu arrives chez Liquigas quand même, où tu as Nibali et Basso. Basso qui a gagné 2 Giro. Nibali, voilà, Sagan, mais sur les grands tours, Nibali, enfin sur les classements généraux. Et Sagan ne jouait pas le classement général. Voilà, Nibali, tu vois ce qu'il va devenir. Et quand tu arrives, déjà il y a 10 ans, on savait, il n'avait pas encore gagné, mais il s'apprêtait à le faire. Et tu vois tout ce qu'il a gagné derrière. Quand tu es Caruso, même si tu arrives au départ avec un peu de un Giro chez Liquigas, Nibali. Il gagne une Vuelta et un Giro. Ouais, c'est ça. Donc forcément, tu arrives, tu te dis, et il gagne le tour. Non, il gagnait Castana. Le tour, il gagnait Castana en 2014. Ouais. Ça m'a mis un. Je t'ai mis un doute, excuse-moi. Je te laisse continuer. Et donc, quand tu es Caruso, que tu arrives dans un effectif comme ça, évidemment que tu vas pas venir te poser sur la table. Moi, je suis leader sur tel grand tour. Non. Bien sûr. Donc, on te dit, tu vas bosser pour Basso et Nibali. Bah ouais, logique. Et derrière, tu te mets dans ce rôle-là. Quand tu es recruté chez BMC, on te recrute parce que tu as fait du bon boulot pour Basso et Nibali. Donc, tu viens aussi pour ça. Alors, il y a certains coureurs qui essayent à certains moments de leur carrière de sortir de ce rôle d'équipier. On se rappelle de Joaquim Rodriguez qui avait été longtemps le grégario de Valverde et qui est devenu ensuite un de ses plus féroces adversaires. Caruso, lui, c'était pas dans sa philosophie, dans sa mentalité. Et il n'en est pas sorti. Et il y a un autre passage de l'interview, Polo, qui est assez fou, où il dit « J'ai vu beaucoup de gars dans ma carrière qui ont pris des responsabilités, beaucoup de responsabilités, et qui derrière n'ont pas été capables de les assumer. Ils en ont souffert, j'ai pas envie d'être comme eux. » Du coup, il s'est protégé lui-même? Bah ouais, parce qu'il savait que potentiellement, et ça alors tous les leaders le savent, quand tu décides de prendre des responsabilités, tu peux te rater derrière. Et si tu te rates, bah, il faut être capable de l'assumer, de faire bonne figure et voilà, de dire ok, soit c'était pas pour moi, je me range, mais ça fait mal à l'ego, soit je vais continuer et plus tu continues, plus tu as de chances d'échouer aussi. Caruso, il avait juste pas envie de ça. Quand tu es grégario, ton plaisir, il est ailleurs, il est dans le fait que ton leader, il va gagner une étape. Il est dans le fait que Caruso en parle, ton leader, à la fin de l'étape, dans l'interview, il cite ton nom. Voilà, bah Caruso, sa réussite, sa récompense, c'était ça aussi. Ce qu'a fait Nibali sur l'étape du Giro en 2019, quand il est échappé avec Ciccone
Et Yann Hirt, il se bagarre sur l'étape du Mortirolo. Il lâche Roglic et Carapace ce jour-là. C'est ça. Et Nibali est en train de faire un coup à l'arrière. Il lâche Roglic et Carapace. Et Nibali, voilà, le directeur sportif dit à Caruso qui est à l'avant, non, il faut que tu arrêtes ton effort. Il faut que tu viennes aider Vincenzo Nibali, alors qu'il aurait pu se jouer la victoire avec Ciccone et Yann Hirt. On se souvient que Ciccone va chercher la victoire ce jour-là et lui était avec eux dans le Mortirolo. Donc à ce jour-là, il disait bah non, mais j'étais pas frustré. En plus, Nibali m'a salué dans les médias à l'arrivée en citant mon nom en disant que j'avais fait du super travail. Et voilà, à l'époque, c'était un peu ça qui me drivait. C'est ça sa fierté, ouais. C'était sa fierté. C'était vraiment une vision différente d'un leader classique. Et ce sera vraiment intéressant de revenir peut-être discuter avec lui peut-être dans 2-3 mois sur comment il a vécu ce Giro, parce que ça a dû être un truc assez fou pour lui intérieurement. Il a dit à la deuxième journée de repos où il était interviewé par tous les médias et notamment les médias italiens, il a dit moi d'habitude la deuxième journée de repos je fais une sieste et je suis tranquille l'après-midi, j'ai pas besoin de répondre aux médias. Et il a dû rouler un petit coup là, surtout pendant sa journée de repos. Est-ce que vous pensez qu'il doit sa deuxième place à la faillite des outsiders? Forcément en partie. Forcément un petit peu. Ça reste tout aussi beau coureur qu'il est, ça reste un Damiano Caruso qui n'avait jamais fait mieux qu'une 8e place sur un classement général, et encore ça commence à remonter, ça remonte il y a 6 ans. Donc on connaissait ses capacités, mais là l'adversité n'a pas été là. Elle commence par ceux qui n'ont pas participé ou qui n'ont pas fini le tour. Quid d'un Thibaut Pinot sur ce Giro? Je pense qu'il aurait pu être devant Damiano Caruso. Quid d'un Mikel Landa? Robin l'a très bien dit, si Mikel Landa reste sur son vélo, Caruso n'aurait pas existé sur ce Giro, autre que par le fait d'être un très beau coéquipier et aussi peut-être des concurrents un peu décevants. Yates et Vlasov, honnêtement, sont censés terminer devant. Vlasov, je trouve qu'il a sa place pour un premier vrai grand tour dans la peau d'un leader. Je trouve qu'il peut... Je ne l'imaginais pas faire beaucoup mieux. Yates, je l'imaginais faire beaucoup mieux, notamment sur les étapes difficiles de la première semaine, où il a mis vraiment du temps à se mettre au niveau physique de ce Giro. Un peu déçu de Yates surtout, qui devait au moins faire mieux qu'un Caruso sur ce Giro. Donc, et la grosse faillite, ça reste quand même celle de Quick-Step, de Deceuninck Quick-Step avec Evenepoel et Almeida. Alors ok, voilà. Evenepoel, c'est pas très grave. Il arrivait lui aussi avec aucune garantie sur ce Giro. Le fait qu'il n'avait pas couru depuis 9 mois et en plus le fait qu'il n'avait jamais couru une épreuve de 3 semaines. Donc ça faisait beaucoup à découvrir. Mais par contre, tu n'étais pas censé sacrifier Joao Almeida comme ça. Alors on sait toutes les bisbilles internes qu'il y a, le fait qu'Almeida va partir, le fait que son nouvel agent Jorge Mendes soit un peu n'ait pas les meilleures relations, disons, avec Patrick Lefebvre. En tout cas, bon exemple sur notamment la manière de communiquer même de Joao Almeida. Mais donc voilà, on sait que Almeida, c'est pas le petit protégé en interne, et c'est tout le contraire finalement de Remco Evenepoel, qui lui est le prodige à qui on a fait signer un contrat hyper longue durée et qu'on veut ultra protéger. Alors peut-être qu'il y avait un peu de politique là-dedans aussi, de montrer à Evenepoel qu'on lui faisait une confiance finalement démesurée, parce que c'était pas mérité de lui donner autant, c'était pas mérité qu'on sacrifie Almeida pour lui. D'ailleurs, Evenepoel, dans ce qu'on a pu lire, à un moment aurait dit à Almeida, vas-y, tu peux y aller. Et c'est Almeida qui a été rattrapé par les oreillettes en mode tu restes là. Mais donc Almeida, si on fait les comptes, il perd 4 minutes. Alors lui tout seul sur une étape à Sestola, mais il perd aussi 2 minutes à Montalcino sur le fait qu'il a dû attendre Remco Evenepoel. Si tu enlèves ces minutes-là qui sont perdues, alors surtout celle de Montalcino, il finit plus proche et il va peut-être embêter davantage Caruso. Après, et sa faillite de Sestola, pour le coup, là, elle est pour lui complètement. Donc, mais également le fait d'avoir Evenepoel, Quick-Step n'a pas aidé Almeida le jour où il craque à Sestola. Limite, il était en train de rouler devant. Donc il y a eu franchement de la part de Quick-Step des mauvais coups stratégiques qui ont été faits. Au final, Almeida il termine 6e dans la même seconde qu'Almeida, et tu as envie de dire que c'est un petit retour de karma pour Quick-Step. C'est malchanceux pour Almeida, mais pour Quick-Step, c'est... Il y en avait pourtant très peu qui misaient sur Almeida. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'il y en avait très peu qui mettaient Almeida devant Evenepoel au départ, même si Almeida sortait d'une très belle saison 2020 et notamment d'un très beau Giro 2020 où il a longtemps été maillot rose. J'avais des doutes sur Almeida. Pour une seule raison, c'est que dès que ça a commencé à monter très haut, cette fameuse 3e semaine qui faisait peur à tout le monde, on n'imaginait pas Almeida la passer comme il l'a fait cette année. Il a énormément progressé d'une année à l'autre sur la très haute montagne. Ça, on ne l'imaginait pas. C'est pour ça que les gens, c'est pour ça que les gens n'y croyaient pas. Et encore plus après la première semaine où Remco Evenepoel rassurait tout le monde sur son état de forme. Il avait l'air hyper fort. Donc le pauvre Almeida, au niveau de la physionomie, si j'avais été la Quick-Step,
j'aurais exactement fait la même chose sur ce Giro. J'aurais pas changé grand-chose. J'aurais vraiment pas changé grand-chose. Sur Montalcino, j'aurais peut-être hésité à Montalcino, mais je pense que dans le feu de l'action, j'aurais tout fait pour faire essayer de recoller Remco et Evenepoel. Ce qu'on n'imaginait pas, c'était un Remco très très affaibli, et là pour le coup peut-être que la Deceuninck le savait. Mais quand Evenepoel commence à piquer du nez, tu sais que. Mais là il perd du temps sur des descentes, il perd du temps sur de la pratique de vélo, tu sais, et même nous on se disait pas que c'était sur de la forme physique, et on a été un peu berné par ça, et je pense que toute la Quick Step, enfin je sais pas si je suis pas dans les petits papiers de la Quick Step, c'est David Bramati qui fait ces choix là en direct. Peut-être que Bramati et son staff auraient dû le voir, ou peut-être qu'ils l'ont vu mais qu'ils ont peut-être fermé les yeux. Savoir mieux que nous. Et là, pour le coup, c'est à eux de gérer ça. Ils lavent leur linge sale entre eux, quoi. En plus, ce qui est étonnant, c'est que c'est une équipe qui gère parfaitement en live ces problèmes-là. Sur les courses d'un jour, quand un homme va mal, ils savent très bien le remplacer au bon moment par un potentiel outsider. Des hommes comme Stibar, Jungels ont pu gagner des courses d'un jour, là où ils n'étaient pas pourtant le numéro 1 de l'équipe. Tant que l'équipe gagne, Deceuninck est contente, mais peut-être que le fait d'avoir un Evenepoel qui revenait en Belgique, qu'il soit belge, c'était peut-être un peu trop à gérer, et Bramati a pris une mauvaise décision. Moi, je pense que la Deceuninck aurait choisi son leader à la jambe, comme ils le font tout le temps, que ce soit sur les courses sur plusieurs jours ou sur les courses d'un jour. Le problème, c'est qu'au bout d'une semaine, Remco Evenepoel était largement au-dessus de Joao Almeida. Donc forcément, après, tu dois faire des choix et tu dois adapter tes choix à ça. Donc il y avait quand même, je reste persuadé, un peu de politique là-dedans. Et parce évidemment, il y avait un peu de politique là-dedans. Le protégé ultime contre celui qui est le un petit canard et qui va bien Joao Almeida qui dit avant qu'il va quitter la Deceuninck Quick Step. Tu as Lefebvre qui lui met un tir aussi. Donc je pense que Quick Step n'avait pas envie que Almeida fasse mieux que Evenepoel sur ce Giro. Mais par contre, si à la jambe Quick Step et Almeida est meilleur qu'Evenepoel, la question, alors ils n'auraient pas eu le choix. Et là, ils ont eu le choix. Et pour revenir à un commentaire d'un gars qui nous dit mais sincèrement, est-ce que vous pensez que Remco Evenepoel avait fait un truc? Nous, on l'a toujours dit, allez voir notre preview, elle est disponible sur YouTube. On a toujours dit que Remco Evenepoel ne pourrait pas passer ces 3 semaines. On a été clair avec vous. Vous nous avez demandé des bonnes cotes. Vous nous avez demandé des bonnes cotes, des bons coups à jouer sur NetBet. Et quand vous nous avez demandé Remco Evenepoel, on vous a dit de surtout pas mettre de l'argent dessus. Donc non, là pour le coup, on n'imaginait pas. Mais après une semaine, la question pouvait se poser. Parce que par la force des choses, Remco Evenepoel avait l'air fort. Donc voilà, on a fait le tour sur Caruso. Est-ce qu'il y a un autre homme sur lequel vous voulez particulièrement vous arrêter? On a peu parlé de Vlasov, un peu plus en profondeur, on en a dit un mot rapidement, mais est-ce que pour vous c'est une déception? Il termine 4e à 6,40 de Bernal. Moi je suis un peu déçu, je l'attendais un peu plus haut et surtout je l'attendais un peu plus offensif en fait. Il s'est contenté de suivre la grande majorité du temps et il a pas montré beaucoup son maillot à l'avant. Et alors peut-être que c'est naturel et que c'est trop lui en demander pour un premier grand tour en tant que leader que d'être offensif, d'attaquer, de tout tenter et tout. Mais on parlait de Caruso, il a beaucoup suivi, mais sur la fin, il va quand même essayer de te renverser le Giro sur la dernière étape de montagne, te claquer une étape. Et comme il a dit lui-même, il a eu son jour de champion. Vlasov, t'as l'impression qu'il s'est contenté de ce qu'il avait. Moi, je trouve que Vlasov n'avait pas les jambes pour faire mieux que ce qu'il fait. Il a cette sur la 3e semaine, non, il n'était plus là. Il a cette malchance. Alors, je ne sais plus si c'est au Zoncolan où il a un problème avec un impair qui se fout dans ses roues et au pied du Zoncolan et ça lui fait perdre un peu de temps. Et là, Zoncolan ou à Cortina d'Ampezzo? Je ne sais plus. À Cortina d'Ampezzo, je pense. Et là, pour le coup, il a eu du mal. Et oui, on nous dit qu'il a attaqué dans la descente, mais c'était léger. Moi, je pense que surtout qu'à la pédale, dès que ça a commencé à jouer entre favoris, il n'a jamais pu faire mieux que ce qu'il a fait. Et c'était à la jambe. C'est pour ça que je dis qu'il est à sa place. C'est que déjà, je trouve que c'est un très bon résultat pour le jeune coureur qu'il est, qui découvre encore les grands tours. Il a eu une première expérience l'année dernière sur la Vuelta qui était intéressante, même s'il a galéré avec des chutes. Et je crois même qu'il abandonne sur la Vuelta, si je ne dis pas de bêtises. Ou alors il finit, mais... Oui, non, il abandonne tout de suite. Il abandonne... Giro, il abandonne malade. La Vuelta, je ne sais plus. Je dis peut-être une bêtise, je pense qu'il finit dans le top 15. Mais 11e. Voilà, il finit 11e. Je voulais pas dire de bêtises, mais il me semblait que c'était ça. Et finalement, c'est une belle progression. Il est 4e, il est encore tout jeune. C'est un bon rouleur, c'est un excellent grimpeur. C'est des belles promesses pour l'avenir. On en attendait beaucoup du fait que le plateau était assez ouvert au début de ce Giro. Mais encore une fois, quand tu vois ce qu'il y a devant, quand tu vois ce qu'il y a derrière, il est tout simplement à sa place, je pense. On rappelle que je vois dans le chat, et je suis assez... c'est un coureur qui n'a pas le public dans sa poche, et notamment
parce qu'il n'attaque pas. Et c'est un des seuls coureurs dans le top 10 qui a été quasiment invisible. Hein. Il a dû placer une ou deux attaques. Il y a sa personnalité aussi. Il n'est pas très loquace. Russe. Mec, voilà. On va pas se mentir, hein, ça fait partie des raisons pour lesquelles il ne tombe pas dans le cœur du public. Après, effectivement, Paul a raison. Il est encore jeune, il a 25 ans. Il a fait 3 grands tours dans sa vie. Il y en a un qui n'a pas terminé, c'est le premier Giro 2020. Et après, il a fait la Vuelta, il a fait 11e. Et là, il fait le Giro, il finit 4e. C'est son meilleur résultat en grand tour. Donc, c'est aussi à mettre à son actif. C'est encourageant. Il y a encore des top flops à faire potentiellement, les gars. Il nous reste une bonne dizaine de minutes ensemble. Donc, on va partir pour des petites bonifs. Allez, c'est parti. Des bonifs avec les top flops. Top et flop, les gars. Le premier top qu'on a choisi. Alors, on va en discuter parce que c'est Bardet. Je bug un peu sur son nom parce que moi, j'ai mon avis là-dessus. Est-ce que pour vous, Bardet est un top de ce Giro? Ah ouais, moi je pense. J'avais plus d'espoir et j'avais un peu naïvement dit et espéré qu'il fasse un podium sur ce Giro au vu de on avait dit podium et on était plutôt reparti sur un top 5, un truc vraiment faisable. Le fait est que le top 5, avant ce dernier chrono, il y est. Il a couru. Ouais, mais il y a un grand tour sur une étape. Il y a un chrono. Le problème du Giro de Bardet, c'est qu'il n'a pas cette victoire d'étape qu'il était à 2 doigts d'aller chercher à l'Alpe Mota. Mais il est tombé sur plus fort que lui. Il a joué dans la cour des grands. Alors évidemment, quand c'est Romain Bardet, on se dit bah oui, mais bon, il a l'habitude de jouer dans la cour des grands. C'est quand même un mec, il a fait 2 fois podium sur le Tour de France, etc. Mais là, on part d'un Romain Bardet qui revient de très loin aussi. Souvenez-vous de ces années 2018, ces années 2019, ces années 2020. Le Bardet qu'on a vu là, c'est quand même une belle promesse pour lui et pour la suite de sa saison. Je pense notamment aux Jeux Olympiques où ça peut être intéressant d'avoir un coureur de ce profil. Donc non, je trouve que c'est un top. Il manque cette petite victoire d'étape, mais aller faire un top 7 dans ces conditions-là, face à cette adversité-là, je trouve que c'est pour lui, je pense qu'il en sera satisfait et qu'il n'y avait pas à espérer beaucoup plus. Je ne vois pas ce qu'il aurait pu espérer de plus sur ce Giro. Je ne vois pas comment il aurait pu faire différemment de ce qu'il a fait. Robin. Moi, je suis un peu plus mitigé que Polo. D'un côté, sur certaines étapes, on a retrouvé un grand Bardet, le Bardet de ses meilleures années peut-être, et notamment sur la dernière étape de montagne où tu vois un Bardet offensif qui tente le tout pour le tout, qui prend des risques, qui loupe la victoire d'étape, mais ça se joue pas à grand-chose. Il fait aussi un petit rapproché au général. Il fait le spectacle. Sur d'autres étapes, moi j'ai été quand même très déçu à Montalcino sur une étape qui pouvait lui convenir en mode Strade Bianchi. Il paraît qu'il aurait un problème mécanique. Ouais, mais il n'y a pas que ça. Il a dit qu'il était il avait mal, il avait très mal au dos. Alors c'était peut-être à cause du problème mécanique qu'il avait mal au dos, mais j'étais quand même déçu. Et puis c'est pas que cette étape-là, parce que s'il y avait que cette étape-là, il serait quand même plus haut au général. Il finit à 8 minutes de Bernal. Je trouve quand même que c'est beaucoup. Ah, c'est beaucoup. Donc moi je suis rassuré. En fait, je pense que c'est la première étape pour revenir peut-être à son meilleur niveau, mais il n'y est pas encore et j'espérais qu'il le soit. 7e, ouais, à 8 minutes 5. En fait, la question que je me pose, c'est est-ce que si on n'est pas français, on met Romain Bardet dans les tops de ce Giro? Ah, mais c'est une bonne question et c'est important parce que Romain Bardet a fait que pour nous, public français, on ait quelque chose à se mettre sous la dent pour vibrer sur ce Giro. Et moi, le premier, Romain Bardet, de par le fait cette volonté assumée de jouer le classement général qui ne lui a jamais fait peur, contrairement à d'autres, et pour le coup, ça nous met tout de suite dans une ambiance dès que la montagne arrive et dès que les meilleurs du classement général se bagarrent. Et ça, pour le coup, ça m'a fait avoir des sensations que je n'aurais pas eues s'il n'avait pas ça. Et mon Giro n'aurait pas été le même si Romain Bardet avait pas fait ce Giro et n'avait pas joué le classement général. Donc rien qu'en ça. Pour les suiveurs français comme moi, Romain Bardet a animé ce Giro et rien qu'en ça, c'est un top, je trouve. Oui, pour moi, c'est moyen. Quand il fait 6-7e sur le Tour, on dit que c'est moyen. Là, sur ce Giro, sachant qu'il y a une adversité moins bonne que sur le Tour, je pense pas qu'on puisse dire que c'est bien. Par contre, que ce soit moyen, ok. Que ce soit correct, ok. On passe à un autre top, et là aussi, il est français. Je voulais qu'on parle quand même du maillot, parce que c'est un maillot qui est historique. C'est Geoffrey Bouchard qui prend donc le maillot de meilleur grimpeur. Il est allé se le chercher en prenant énormément d'échappées. Je trouve que il a été très courageux. Il était en belle forme. Certaines échappées ont eu
énormément de mal à partir sur ce Giro. Il a toujours été présent pour prendre les points au bon moment. Il est un peu favorisé aussi par cette étape raccourcie à Cortina d'Ampezzo, forcément. Mais quand on regarde au final, j'ai regardé un peu qui étaient les autres coureurs déjà français qui avaient porté le maillot de meilleur grimpeur sur le Giro. Et tu as Bobé, tu as Geminiani qui va le chercher 2 fois. Et t'as Fignon. Donc déjà, Bouchard se retrouve au milieu de ces noms-là. Lui avait déjà gagné sur la Vuelta 2019. Il y a très très peu de coureurs qui vont chercher 2 maillots distinctifs de grimpeurs sur 2 tours différents. Et en activité, ceux qui ont porté des maillots de meilleurs grimpeurs, c'est des noms, c'est des beaux noms, quoi. Il y a Froome 2 fois, Quintana, Majka, Barguil, Alaphilippe, Bardet, Pogacar, De Rent, Fraile, Edé aussi comme autre français, Sanchez, Moncoutier 4 fois. Bon, lui, il est plus présent, mais je voulais le passer. Mais voilà, mais pour dire que c'est quand même une sacrée performance. Ouais, c'est un Giro qui a été marqué par les échappés qui sont allés au bout de toute façon. Et Bouchard a su en profiter. Franchement, je trouve que ce maillot-là, il est encore plus beau que celui de la Vuelta 2019 parce qu'il est allé vraiment le chercher sur des grosses étapes face à sans doute une concurrence un peu plus grosse, un peu plus féroce que sur la Vuelta. Donc non, bravo à lui, c'est super beau. Et pour AG2R la mondiale, le Giro est quand même vachement réussi avec la victoire d'étape de Vendrame, avec le maillot de Bouchard. Franchement, si tu leur avais dit ça avant de démarrer le Giro, je pense qu'ils signaient direct. Ouais, c'est vrai que globalement, en plus, Polo, beau Giro pour l'équipe. Ah ouais, non, c'est un très beau Giro réussi, offensif à l'avant. Mine de rien, si tu enlèves, j'étais en train de comparer avec la Groupama FDJ, si tu enlèves cet épisode en rose d'Attila Valter, c'est un tour un peu honteux dans l'implication, je trouve, en tout cas. Absence des échappées en permanence. Jamais des échappées. T'as Vandenberg qui en a pris quelques-unes. Sinon, t'as des échappées fleuves qui sont partis. Inexistant dès le début. Mollard, Eschenbach, tous ces gars-là, sur lesquels on pouvait attendre un peu. Voilà, si tu compares le tour d'AG2R la mondiale à celui de la Groupama FDJ, voilà, c'est pas le même relief. Et même la Cofidis est allé chercher une étape avec Victor Lafay. Même si ce petit regret de ne pas avoir emmené Viviani sur une belle victoire d'étape, alors qu'il y avait quand même le plateau pour c'est vrai qu'il y avait la place. Les flops, pour terminer, les gars, parlons quand même de ce qui a fâché, on va pas se mentir. On a vécu quand même un Giro assez particulier du fait de le vivre dans un certain anonymat, Paul, avec cette diffusion sur JCN. On n'a pas ressenti la même atmosphère que d'habitude. C'était un peu notre flop commun. C'était deux choses. Déjà, l'anonymat d'un Giro qui finalement n'était pas diffusé sur une chaîne. En clair ou pas en clair, d'ailleurs même payant, c'était diffusé sur aucune chaîne. On rappelle qu'il y a des gens qui payent Eurosport dans leur bouquet Canal+ et qui ne peuvent même pas regarder le Giro. Il y a des gens qui payent Canal+ et qui en plus payent JCN pour pouvoir regarder. C'est ça, et qui payent Eurosport dans leur abonnement Canal+ Télé et en plus qui payent l'abonnement sur le web. Donc c'est n'importe quoi, on marche un peu sur la tête et c'est un vrai coup dur, un vrai problème pour la médiatisation du cyclisme en France. Donc on en faisait la blague tout à l'heure, on en rigolait tous les trois. Mais oui, dans nos proches, même ceux qui aiment bien le sport, même ceux qui ont un œil un peu lointain sur le cyclisme, ne regardent pas du tout le Giro, ne savent pas ce qui s'y passe. Ah oui, j'ai vu Bernal en rose, c'est Bernal qui a gagné. Ok, mais le reste, ils ne peuvent pas t'en parler. C'est un peu frustrant. On est loin des années l'équipe, où qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Au moins, il y avait une réelle couverture et c'était très cool à suivre. Donc voilà, un peu frustré de ça. Et si en plus tu ajoutes à ça la retransmission catastrophique des organisateurs, que ce soit RCS et la RAI qui est producteur de l'événement, où dès qu'il y a un petit nuage, tu peux pas avoir une image. Dès que tu as un peu de vent, tu peux pas avoir une image. Dès que tu passes à plus de 1700 mètres d'altitude, tu n'as plus une seule image. Dès qu'il y a un peu de neige, tu coupes la moitié de ton étape Rennes. Donc voilà, il y a énormément de problèmes. Organisation, diffusion, que ce soit sur la production ou sur la retransmission en France. C'était le vrai couac de ce Giro qui ne va pas aider le cyclisme à avoir une place encore plus importante en France, ça c'est sûr. Robin, il y a eu autre chose, c'était la retransmission, la qualité en plus de la retransmission qui laissait à désirer. Oui, c'est ça, Polo a tout dit. Le Giro veut être le concurrent du Tour de France et pour l'instant, sur tous ces points-là, pour toutes les raisons que Polo a évoquées, ils en sont loin. Donc voilà.
Malheureusement, c'est triste quand même. Bah c'est triste et puis c'est pas rendre service au sport. Nous, on cravache pour que de plus en plus de gens aiment ce sport, que de plus en plus de jeunes s'intéressent à ce sport. Et là, d'un coup d'un seul, tu enlèves la deuxième plus belle course de l'année du programme télévisuel, ça craint quoi. Surtout à la limite, je peux accepter la perte d'image quand il y a des conditions difficiles. Ça a toujours été. Il y a eu des conditions vraiment chiantes. Et limite, tu vas te dire c'est une tradition sur le Giro, mais ce qui est plus dur à accepter, c'est une étape raccourcie pour quasi rien. Et le fait que l'étape, enfin que le grand tour en lui-même ne soit quasiment pas visible. Une moto de moins en plus. L'étape est raccourcie et tu vois pas les 5 derniers bornes de la montée du Passo de Gio et tu vois pas les 8 derniers bornes de la descente. Genre là, pour le coup, il y a un réel problème. Et il y a un mec, un tweetos étranger là qui parlait sur le cyclisme, qui tweetait en anglais, qui disait que des têtes sont obligées de tomber chez RCS ou chez la Rai parce que c'est honteux, c'est pas digne de la course que doit être le Giro, d'une course qui se veut au niveau du Tour de France. Donc il y a eu beaucoup de problèmes sur ce C'est quand même ouf parce que le chat s'excite vraiment. On voit que tout le monde est là, est avec nous et a envie de parler de ce Giro, mais c'est quand même triste que le sujet duquel on a tous envie de parler, c'est ça, et on le voit bien que vous n'êtes pas contents. Mais voilà, nous aussi on n'est pas contents, mais il faut tenir pour comme ça, quand il y aura des belles courses, on sera tous ensemble pour encore plus en profiter. Le Tour de France sera beaucoup mieux et on aura beaucoup plus de plaisir à suivre ensemble. Exactement. Polo, Robin, on se retrouve pour la petite roue, nous sur la chaîne First Team 101 à partir de 21h. Demain soir, ouais. Exactement. Abonnez-vous si vous voulez, mais surtout allez suivre la chaîne First Team 101. Et nous, on est en live tous les lundis soirs à 21h. Et avec Robin et Joseph, on mange et on discute vélo jusqu'à pas d'heure. Exactement. Et on fera notamment un top des podiums les plus inattendus sur le Giro. Il y en a eu pas mal. Il y a eu du Carapaz, du Ejhdal, du De Rennes, du Gadret, du Arroyo, du Bruseguin, du Mazzoleni, du Gutiérrez, du Coccioli et du Oza. Voilà. Dis au revoir, Joseph. Là, beaucoup les copains. Mais je mets l'eau à la bouche. Et rendez-vous lundi. Salut. À la prochaine. Ciao les rouleurs. Bisous. Salut.